Parler d'un triomphe historique pour l'Algérie, c'est embrasser une grille d'analyse géopolitique où les efforts diplomatiques accumulés au fil du temps rencontrent enfin un alignement favorable des rapports de force mondiaux. Ce n'est pas tant l'adhésion des États-Unis à la posture algérienne, peu importe les nuances ou les réserves, qui marque un tournant, mais bien l'écho que cette adhésion envoie à la scène internationale. Dès lors que les grandes puissances commencent à valoriser des principes comme la stabilité ou le respect des équilibres juridiques et géostratégiques, on assiste à un déplacement subtil mais réel des pôles d'influence. Ce que certains appellent une victoire n'est donc pas un coup d'éclat soudain, mais l'aboutissement d'un patient tissage d'alliances, d'arguments construits et de crédibilité gagnée. C'est quand les autres finissent par vous écouter que vous réalisez que la partie est en train de changer. Pendant que l'Algérie engrange les fruits d'une stratégie patiemment construite, de l'autre côté du mur, Rabat encaisse un électrochoc politique. Habitué à évoluer dans le confort illusoire d'un appui étranger constant et inconditionnel, le régime marocain se heurte soudainement à une réalité bien moins docile. La diplomatie mondiale n'a plus de place pour les certitudes naïves. Ce bouleversement n'est pas qu'une divergence d'opinion sur un communiqué. C'est un crash-test grandeur nature pour les institutions marocaines, sommées de sortir de leur zone de confort communicationnel pour affronter le terrain mouvant de la réelle politique. Entre promesses floues et attentes calculées, se dessine une zone trouble, celle où les illusions diplomatiques viennent se briser contre la dure loi du pragmatisme international. Être reconnu, ce n'est pas obtenir un chèque en blanc. Et se féliciter trop vite d'un succès apparent, sans qu'il ne résiste à l'épreuve du temps, c'est confondre le bruit médiatique avec l'impact stratégique. Car ce genre d'événement, peu importe l'étiquette qu'on lui colle, ne représente qu'une balise sur une route longue et sinueuse, où les ambitions régionales se télescopent avec les manœuvres des grandes puissances. Et dans cette danse d'équilibre fragile, c'est la finesse du pilotage qui finit par déterminer qui récolte les dividendes et qui les regarde passer. Côté algérien, on part d'un tournant historique. Côté marocain, c'est la douche froide. Le vernis du discours officiel craque, les certitudes s'écaillent. Mais qu'est-ce qui a bien pu secouer ainsi les lignes? Ce moment charnière s'inscrit en pleine tempête diplomatique autour du Sahara occidental. À cette étape cruciale, des vérités longtemps masquées par la propagande ont surgi au grand jour, balayant les narrations confortables relayées par les médias alignés. La fameuse réunion, tenue non pas dans quelques couloirs anodins, mais dans l'enceinte même de l'ambassade américaine à Madrid, n'avait rien du rendez-vous de courtoisie. C'était un moment de clarification brutale. Tout, depuis la composition des participants jusqu'au message implicite, respirait le changement de paradigme. Une mise à nu diplomatique. Pendant que Rabat s'épuisait depuis des années à faire passer Alger pour un acteur principal du conflit, cette dernière tenait bon, répétant inlassablement qu'elle n'était qu'un soutien aux droits des peuples, pas une partie prenante. Mais à Madrid, le décor a parlé pour lui-même. Deux protagonistes directs, le Maroc et le Front Polisario, face à face. Et sur les côtés, comme prévu par le cadre onusien, l'Algérie et la Mauritanie en tant qu'observateurs. Sous les regards attentifs des représentants des Nations Unies et de Washington, la pièce s'est jouée selon le script algérien. Un camouflet stratégique pour Rabat, un point marqué pour Alger. Ce qui, hier encore, semblait inacceptable pour Rabat est aujourd'hui devenu la réalité. Imposé. Le scénario tant défendu par Alger depuis des lustres et systématiquement balayé d'un revers de main par le Maroc a fini par s'imposer.
non pas par magie, mais sous la pression d'une dynamique internationale que même Washington n'a pu ignorer. Oui, vous avez bien entendu. Les États-Unis ont cette fois penché du côté de la légalité plutôt que du storytelling marocain. Le plus ironique, c'est que les médias marocains, fidèles à leur théâtre d'ombre, ont tenté de maquiller le revers en victoire. Selon eux, l'Algérie aurait finalement reconnu son rôle de partie prenante. Une pirouette narrative vite contredite par les faits. Documents officiels, déclarations américaines et même les fuites diplomatiques racontent une toute autre histoire. Ce jour-là, Alger et Nouakchott étaient là en simples observateurs, tandis que le Maroc devait, bon gré mal gré, faire face à son contradicteur de toujours, le Front Polisario. Et c'est bien là que le bât blesse pour Rabat. Car la reconnaissance implicite du face-à-face Maroc-Polisario, avec Alger en retrait, détruit la base même de son argumentaire habituel. Derrière les rideaux d'une propagande bien huilée, c'est une réalité gênante qui s'est imposée. Une réalité que les spin doctors n'ont pas réussi à repeindre aux couleurs de la victoire. Lors des fameuses consultations, Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine, a dégainé une nouvelle mouture de l'autonomie élargie. Un projet qui, à force d'être ajusté, s'est transformé en un quasi-État dans l'État. Gouvernement local ? Check. Parlement ? Présent. Police ? Évidemment. Pouvoir élargi ? Plus qu'il n'en faut. Il ne manque plus que le drapeau et l'hymne, et le tour est joué. Mais alors, où est passée la souveraineté tant revendiquée ? Et c'est là que le bât blesse. Si le Sahara occidental est bel et bien marocain, pourquoi lui tailler un statut spécial comme s'il ne l'était pas ? Pourquoi refuser les mêmes privilèges aux régions comme le Rif, pourtant elles aussi riches d'une histoire tourmentée et d'une forte identité ? Cette asymétrie criante n'a rien d'un oubli. Elle trahit un malaise profond. Au fond, le pouvoir marocain sait que son emprise sur ce territoire ne repose ni sur un socle juridique solide, ni sur une quelconque légitimité historique. Un exemple parmi d'autres, mais pas des moindres, quand l'Espagne a plié bagage, Rabat n'a pas célébré une réunification triomphale, mais a tranquillement signé un deal de partage avec la Mauritanie. Curieuse manière de revendiquer un territoire qu'on détient depuis toujours, non ? Surtout quand, quelques années plus tard, Nouakchott jette l'éponge après une série de déboires militaires, de tensions internes et finit par reconnaître officiellement la République sahraoui. Une page d'histoire que le Maroc préfère manifestement ne pas trop relire. On pourrait croire qu'une reconnaissance politique d'envergure suffirait à ébranler des certitudes figées. Que la légitimité consacrée sur la scène internationale forcerait au minimum un réajustement stratégique. Mais non. Rabat, loin de reculer, a préféré consolider ses positions, au sens propre du terme. Comment ? En érigeant une muraille de sable soigneusement tracée pour isoler les zones les plus lucratives, gorgées de phosphates et de richesses naturelles, du reste du Sahara occidental. Un geste qui en dit long. Ce n'est pas une réaction d'orgueil blessé, c'est un calcul froid. Préserver l'essentiel, les intérêts économiques, tout en conservant une illusion de maîtrise du territoire. Face à une reconnaissance internationale qui serre lentement l'étau, le Maroc choisit la tactique du cloisonnement. Une sorte de réponse silencieuse, mais redoutablement parlante. Derrière ce bras de fer géopolitique, une vérité saute aux yeux. Le fossé entre les principes brandis dans les forums internationaux et les choix concrets faits sur le terrain. Et c'est justement ce décalage qu'il faut interroger, si l'on veut comprendre ce que vaut vraiment une reconnaissance quand elle se heurte
à la dure loi des intérêts stratégiques. Ce qu'on appelle officiellement conflit territorial ressemble de plus en plus à une partie d'échecs géostratégiques, où chaque mouvement sert des intérêts profonds et des calculs à très long terme. Et non, ce fameux mur de sable n'a rien d'un simple rempart sécuritaire, malgré le discours martelé par les officiels marocains. Ce remblai n'est pas là pour se défendre, mais pour verrouiller. Verrouiller l'accès aux richesses, verrouiller la domination économique, verrouiller les flux de profit. Plusieurs rapports internationaux l'affirment noir sur blanc. C'est un outil d'exploitation, pas une barrière contre le chaos. Mais ce qui intrigue vraiment, c'est l'évolution du positionnement américain. À en juger par certains signaux venus de Washington, réunions discrètes mais récurrentes avec les autorités algériennes, messages de plus en plus appuyés en faveur du droit international, il semble que les États-Unis ne se contentent plus d'un rôle de spectateur passif. L'administration américaine, ou du moins une partie influente en son sein, semble prête à pousser pour une résolution durable, plutôt qu'un éternel statu quo bricolé. Pendant ce temps, Alger, elle, n'a pas bougé d'un iota. Tranquille, imperturbable, elle voit enfin ses revendications inscrites noir sur blanc dans l'accord de Madrid. Identification nette des protagonistes, respect strict du cadre onusien et refus catégorique de toute solution bricolée en coulisses. Pas de compromis, pas de flou stratégique. Juste une constance froide et méticuleusement entretenue par le temps et une diplomatie à l'endurance impressionnante. Pendant que certains improvisaient des acrobaties verbales, l'Algérie jouait le long terme. Et c'est elle, aujourd'hui, qui récolte les fruits de sa patience. Mais le festival ne s'arrête pas là. Les déclarations d'Omar Hilal, représentant permanent du Maroc à l'ONU, ont semé la zizanie jusque dans les propres rangs du régime. Sa question, posée en pleine lumière, « Si le Sahara est marocain, pourquoi proposer une autonomie? Et pourquoi, surtout, le partager un jour avec la Mauritanie? » Et là, accrochez-vous bien, la réponse invoque la nécessité d'entretenir des relations de bon voisinage avec l'Algérie. Sérieusement? Au lieu de dissiper les doutes, cette justification bancale révèle une chose gênante. Derrière les slogans identitaires, les décisions sont pilotées non par l'histoire ou le droit, mais par de simples calculs géopolitiques, à géométrie variable. Et quand c'est un officiel lui-même qui ouvre la boîte de Pandore, difficile de faire croire encore à une position inébranlable. Le fameux plan d'autonomie marocain, version 2007, tenait en 4 petites pages. Une esquisse minimaliste, presque brouillon. Mais aujourd'hui, d'après certaines fuites, il s'est transformé en un pavé de 40 pages bien tassé, bourré de paragraphes techniques, d'organes administratifs, de pouvoirs partagés, bref, une usine à gaz institutionnelle. Une inflation de contenu qui en dit long, plus le document s'épaissit, plus il semble trahir le malaise de ses auteurs, à court d'arguments simples et convaincants. On tente de sauver les apparences, mais l'emballage ne masque pas le flou du projet. Ce glissement, en apparence technique, cache en réalité une bascule géopolitique. La région traverse un moment charnière, où se croisent tensions politiques, équilibres internationaux instables et appétits économiques féroces. Tout le monde est dans le jeu, et personne ne peut se permettre de le jouer à moitié. Dans ce contexte, 2 gestes forts. L'Algérie, qui se retire du fleuve Aurès, et la reconnaissance officielle de la République arabe sahraoui démocratique. 2 actes que certains voudraient voir comme symboliques, mais qui sont en réalité les fruits d'un long bras de fer diplomatique. Et au passage, une démonstration claire que, même dans l'adversité, Alger s'est tiré son épingle du jeu,
avec méthode, patience et un certain flair stratégique. En face, Rabat s'accroche, persévérant, résistant, déterminé à ne pas lâcher prise sur un territoire gorgé de ressources naturelles. Ce que ça nous dit, c'est que dans cette partie d'échecs régionale, une reconnaissance sur le papier ne suffit pas à clore le chapitre. Au contraire, elle ouvre de nouveaux rounds de manœuvres, de calculs, de tensions froides. Les conflits ne se fichent pas, ils évoluent. Et ils demandent plus que des déclarations pour être résolus. Ils réclament une vision, une diplomatie rigoureuse et une lucidité à toute épreuve. Alors si cette analyse vous éclaire, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous et surtout, restez connectés. La suite, elle s'écrit en direct.